Métropole septembre 2021, exercice B, au plus près du Soleil et de sa couronne. La couronne solaire correspond à l'atmosphère du Soleil. Elle est observable durant les éclipses de Soleil. C'est une couche de gaz dans laquelle les atomes sont fortement ionisés. Certains atomes peuvent perdre jusqu'à 15 électrons. L'énergie nécessaire pour arracher ces électrons est considérable et résulte de la température de la couronne solaire qui est de l'ordre de quelques millions de degrés. Le gaz de la couronne solaire est rendu visible par les rayonnements émis par ces atomes ionisés. L'objectif de cet exercice est d'étudier le rayonnement émis par les atomes métalliques fortement ionisés de la couronne solaire, puis le mouvement de la sonde PSP pour Parker Solar Probe, envoyée en 2018 pour recueillir des informations sur la couronne solaire. Petit 1. Étude du rayonnement émis par les atomes ionisés de la couronne solaire. Les radiations caractéristiques de la couronne solaire sont dues à la formation des ions Fe9+, Fe13+, nickel 14+, et calcium 14+, et résultent de la transition d'un électron entre deux états d'énergie différents de chacun de ces ions. On rappelle qu'un électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. La constante de Planck petit h vaut 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules secondes. La valeur de la célérité c de la lumière dans le vide est supposée connue des candidats. On rappelle la relation entre l'énergie associée à une transition énergétique et la longueur d'onde de la radiation rayonnée. Grand E est égal à h fois c sur lambda. On donne des informations sur certaines radiations émises par des ions présents dans la couronne solaire. On donne pour chacun des ions la longueur d'onde des radiations ainsi que l'énergie associée à la transition. Le spectre d'émission suivant a été obtenu lors de l'éclipse totale du Soleil du 29 mars 2006 en Turquie. Ce spectre montre la raie correspondant aux ions Fe13+, de la couronne solaire. Donnez la valeur de la longueur d'onde de la radiation émise par l'ion Fe13+, en nanomètres et en mètres. D'après le spectre, nous lisons que la longueur d'onde de la radiation émise par l'ion Fe13+ est de 492 nanomètres. Nous allons convertir cette longueur d'onde en mètres et donner le résultat sous forme d'écriture scientifique. 492 s'écrit 4,92 fois 10 puissance 2. Le préfixe nano signifie qu'on multiplie par 10 puissance moins 9. Un nanomètre est 1 milliard de fois plus petit que le mètre. 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance moins 9, c'est égal à 10 puissance 2 plus moins 9, c'est-à-dire 10 puissance moins 7. La longueur d'onde de la radiation émise par l'ion Fe13+ est donc égale à 4,92 fois 10 puissance moins 7 mètres. Précisez en justifiant le domaine des ondes associé à cette valeur. 492 nanomètres est compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. La radiation associée à cette valeur appartient donc au domaine du visible. Nous rappelons que le domaine du visible est compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. La radiation de longueur d'onde 400 nanomètres est violette et la radiation de longueur d'onde 800 nanomètres est rouge. Au-delà de 800 nanomètres, nous avons les infrarouges et en dessous de 400 nanomètres, nous avons les ultraviolets. Calculez la valeur de la transition d'énergie en joules, puis en électronvolts, correspondant à la raie d'émission de l'ion Fe13+. La valeur de la transition d'énergie correspondant à la raie d'émission de l'ion Fe13+ est égale à l'énergie du photon émis. Elle est donc égale à la constante de Planck, h, multipliée par la fréquence du photon nu. La fréquence du photon nu est égale à la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde du photon émis. Nu est égal à c sur lambda. Donc, la valeur de la transition d'énergie est égale à h fois c sur lambda,
La formule nous a été rappelée dans l'énoncé. La valeur de la constante de Planck est donnée par l'énoncé. La longueur d'onde de la radiation émise doit être exprimée en mètres. Nous l'avons calculé dans la question précédente. La valeur de la célérité de la lumière est supposée connue du candidat. Il faut la connaître par cœur. Petit c est égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La célérité de la lumière dans le vide est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La valeur de la transition d'énergie est obtenue en joules. 6,63 fois 10 puissance moins 34, multiplié par 3 fois 10 puissance 8, divisé par 4,92 fois 10 puissance moins 7. Cela nous donne 4,04 fois 10 puissance moins 19 joules. Afin de convertir cette valeur en électronvolts, nous allons diviser la valeur obtenue en joules par 1,6 fois 10 puissance moins 19, puisque 1 électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, on divise par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Nous obtenons 2,5 électronvolts. Petit 2, la sonde PSP et l'assistance gravitationnelle de Vénus. La masse du Soleil vaut 1,99 fois 10 puissance 30 kg. Le rayon solaire vaut 6,96 fois 10 puissance 5 km. La constante universelle de gravitation vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde au carré. La sonde PSP est un observatoire solaire spatial développé par l'agence spatiale américaine, la NASA, dont le lancement a eu lieu le 12 août 2018. Son objectif est d'étudier la couronne solaire en explorant une région inexplorée de l'espace située à proximité du Soleil. Une fois la sonde placée dans l'espace, hors du champ gravitationnel de la Terre, elle suit son voyage en direction du Soleil. Au cours de ses différentes révolutions autour du Soleil, la sonde PSP passera 7 fois près de Vénus, ce qui modifiera sa trajectoire et lui permettra après chaque rencontre de se rapprocher du Soleil. Figure 2. Schéma illustrant l'influence de Vénus sur la trajectoire de la sonde PSP. Lorsque la sonde PSP est loin de Vénus, sa trajectoire autour du Soleil n'est pas modifiée. Initialement, elle est sur une orbite haute. Lorsque la sonde PSP est proche de Vénus, sa trajectoire autour du Soleil est modifiée. Elle passe par une orbite de transfert. Lorsque la sonde PSP est loin de Vénus, sa trajectoire autour du Soleil n'est pas modifiée. Elle est maintenant sur une orbite basse. La courbe à l'écran montre l'évolution de la distance séparant la sonde PSP du Soleil en fonction de la durée. La partie claire de la courbe montre la portion de trajectoire déjà parcourue au 20 mai 2020. La partie sombre présente la trajectoire modélisée par la NASA, restant à parcourir par la sonde. Les 7 rencontres avec Vénus sont délimitées par des traits pointillés. Estimée entre la première et la deuxième rencontre avec Vénus, la valeur de la période de révolution de la sonde PSP en jours. La valeur de la période de révolution de la sonde PSP en jours correspond à la durée qui s'est écoulée entre la première rencontre avec Vénus et la deuxième rencontre avec Vénus. En mesurant sur le schéma, à l'aide notamment d'un produit en croix en définissant une échelle, nous obtenons que cette durée est de 474 jours. La période de révolution de la sonde PSP vaut 474 jours. Estimée entre la première et la deuxième rencontre avec Vénus, la valeur de la distance maximale entre le Soleil et la sonde PSP en kilomètres. Cette distance maximale s'obtient en mesurant l'ordonnée du maximum de la courbe
Elle correspond à 200 rayons solaires. 200 rayons solaires, c'est 200 fois 6,96 multiplié par 10 puissance 5 km. La distance maximale entre le Soleil et la sonde PSP vaut 1,39 fois 10 puissance 8 km. Estimée entre la première et la deuxième rencontre avec Vénus, la valeur de la distance minimale entre le Soleil et la sonde PSP en kilomètres. Comme précédemment, nous allons déterminer la distance minimale entre le Soleil et la sonde PSP en mesurant l'ordonnée minimale de la courbe. Elle correspond à 35 rayons solaires, c'est-à-dire 2,44 fois 10 puissance 7 km. Après la 7e rencontre, on donne les valeurs suivantes. La période de révolution de la sonde PSP est de 87 jours. Sa distance maximale par rapport au Soleil est de 1,1 fois 10 puissance 8 km. Sa distance minimale par rapport au centre du Soleil est de 7 fois 10 puissance 6 km. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, la vitesse de la sonde PSP sur son orbite autour du Soleil a pour expression V est égal à racine carrée de la constante gravitationnelle multipliée par la masse du Soleil divisé par le rayon orbital. On note T la période de révolution de la sonde PSP autour du Soleil. Montrer que les grandeurs T et R vérifient la relation T carré sur R au cube égale à 2,97 fois 10 puissance moins 19 secondes au carré par mètre cube. La période de révolution de la sonde PSP autour du Soleil s'obtient en divisant le périmètre de l'orbite de la sonde par la vitesse de la sonde. L'orbite étant supposée circulaire, le périmètre de l'orbite s'obtient par la formule 2 fois pi fois le rayon de l'orbite. Donc, la période de révolution de la sonde PSP sur son orbite autour du Soleil est égale à 2 fois pi fois r divisé par v. Élevons tout d'abord cette expression au carré. T au carré est égal à 4 fois pi au carré fois r au carré divisé par la vitesse au carré. La vitesse valant racine carrée de g fois ms sur r, nous allons remplacer v carré par g fois ms sur r. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse, nous obtenons que t carré est égal à 4 fois pi carré fois r au cube divisé par g fois ms. Passons r cube dans le membre de gauche, nous obtenons t carré sur r cube est égal à 4 pi au carré sur g fois ms. La masse du Soleil doit être exprimée en kilogrammes. Nous obtenons que t carré sur r au cube est égal à 4 pi carré divisé par 6,67 fois 10 puissance moins 11 divisé par 1,99 fois 10 puissance 30. Nous obtenons 2,97 fois 10 puissance moins 19. T carré sur r au cube est égal à 2,97 fois 10 puissance moins 19 secondes au carré par mètre cube. On admet que pour des trajectoires elliptiques, le rayon de l'orbite est remplacé par le demi-grand axe de l'ellipse, défini par petit a égale à la demi-somme de la distance maximale de la sonde au centre du Soleil et de la distance minimale de la sonde au centre du Soleil. Vérifiez que les valeurs du tableau 1 sont en accord avec la relation précédente. Nous allons calculer le rapport t carré sur r au cube en remplaçant grand R par le demi-grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire la demi-somme des distances maximales et des distances minimales indiquées dans le tableau numéro 1. Le demi-grand axe de l'ellipse est donc en kilomètres égal à 1,1 fois 10 puissance 8 plus 7 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 2. Nous devrons convertir petit a en mètres en multipliant par 10 puissance 3. La période de révolution grand T est de 87 jours. Nous devons l'exprimer en secondes. 87 jours, c'est égal à 87 multiplié par 24 multiplié par 3600 secondes. Faisons le calcul. 87 multiplié par 24 multiplié par
3600, le tout au carré divisé par 1,1 fois 10 puissance 11 plus 7 fois 10 puissance 9. Le tout divisé par 2 et élevé au cube. Cela nous donne 2,8 fois 10 puissance moins 19. Avec les valeurs indiquées dans le tableau 1, t carré sur r au cube est égal à 2,8 fois 10 puissance moins 19 secondes au carré par mètre au cube. Comparons cette valeur expérimentale à la valeur théorique obtenue dans la question précédente. Pour cela, nous allons calculer un écart relatif. L'écart relatif ici sur la valeur de t carré sur r au cube est égal à la valeur absolue de la valeur théorique moins la valeur expérimentale, le tout divisé par la valeur théorique. Passons à l'application numérique. Nous obtenons un écart relatif de 0,05, c'est-à-dire de 5%. Cet écart relatif est inférieur à 5%, donc la valeur obtenue expérimentalement est conforme à la valeur théorique. Petit 3, estimation du record de vitesse de la sonde PSP. Les scientifiques de la NASA ont calculé avec une grande précision les positions successives de la sonde autour du Soleil au cours de son voyage. On s'intéresse au mouvement de la sonde PSP après sa 7e rencontre avec la planète Vénus. Des données modélisées et fournies par la NASA sont rassemblées ci-dessous. Elles indiquent les positions de la sonde autour du Soleil tous les 12 jours et 22 heures. Le tableau numéro 2 indique les données modélisées de la position et de la vitesse de la sonde. Le référentiel héliocentrique est un référentiel défini par le centre du Soleil dont les axes pointent vers 3 étoiles fixes. Le périhélie est le point de la trajectoire d'un corps en orbite autour du Soleil le plus proche du Soleil. L'aphélie, c'est le point de la trajectoire d'un corps en orbite autour du Soleil le plus éloigné du Soleil. Énoncer la loi de Kepler permettant de justifier l'allure de la trajectoire de la sonde PSP autour du Soleil, représentée dans la figure 4. L'orbite de la sonde PSP autour du Soleil est une ellipse. Selon la première loi de Kepler, les planètes du système solaire ont une trajectoire elliptique dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. On peut donc l'appliquer à la sonde PSP. L'orbite de la sonde PSP autour du Soleil est une ellipse dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. Parmi les points donnés dans le tableau 2, donnez la date la plus proche à laquelle la sonde atteint l'aphélie de sa trajectoire. L'aphélie étant le point de la trajectoire le plus éloigné du Soleil, elle correspond à la position numéro 7. D'après le tableau, la position numéro 7, donc l'aphélie, sera atteinte le 13 février 2025 à minuit 17.